les podcasts de la 46e édition de Cinéma du Réel. Le débat ad hoc. Filmer contre, tout contre. Bonjour, merci d'être là. Donc je devais commencer par vous présenter ad hoc. Donc ad hoc est une association de cinéastes, de documentaristes qui existe depuis 30 ans. Voilà, le reste Catherine l'a dit. Et donc cette année, nous avons choisi une problématique assez aiguë d'un point de vue des gestes du cinéma et des gestes politiques, qui est filmer l'adversaire. Enfin, on est parti de l'idée de filmer l'adversaire et donc filmer contre, tout contre, un peu comme si on serrait un hérisson dans la main. C'est très mignon, les hérissons, très sympathiques. Et si on les serre trop, on est plein de puces et on a des pics. On se retrouve piqué. Donc, cette espèce de métaphore un peu loufoque nous permet d'introduire le débat qui est... Enfin, la problématique sur laquelle on s'est basé. Et on va voir ce qu'en pensent les cinéastes ici présents, parce que c'est... peut-être pas leur avis, c'est de distinguer un adversaire d'un ennemi. Un adversaire, c'est quelqu'un à qui on considère qu'on peut avoir du commun ensemble et que l'on considère comme où il peut y avoir un espace commun, même si on n'est pas d'accord. Un ennemi, c'est quelqu'un qui préfigure la guerre et qui ne nous fait pas de cadeaux et à qui on ne fait pas de cadeaux. Voilà, donc pour essayer d'articuler ces deux idées, qui est qu'est-ce que finalement on risque. La première idée, c'est qu'un adversaire n'est pas un ennemi, à questionner. Et la deuxième idée, c'est qu'est-ce qu'on risque, quel est le risque que le cinéaste prend pour lui-même et aussi pour son film et pour le cinéma, parce que ça ouvre évidemment un espace aux spectateurs qui peut être problématique d'entendre l'adversaire. On n'a pas forcément envie de l'écouter. Avec nous, on a donc 5 cinéastes pour 4 films. Donc, en partant de ma droite, Guy Girard et Carmen Castillo, avec lequel on terminera, avec un film qui date de 1994, qui s'appelle La Flaca Alejandra, qui revient sur les tortures systématiques au Chili. Avi Mograbi avec son premier film, Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon. C'est réellement, on va dire, à partir du titre de ce film que c'est articulé le concept de ce débat. Mehran Tamadon, qui s'échine pendant 3 ans à essayer de convaincre des mollahs de bien vouloir partager un espace commun avec lui, il y parvient. Mais bon. Et Laurent Sibien, qui, pendant 6 ans, et probablement peut-être plus après, on ne sait pas la suite de ce que la suite du monde lui réserve, filme son pote Édouard Philippe, qui va devenir Premier ministre de la France et qui est de droite, alors que Laurent est de gauche. Donc, je vous propose de regarder déjà un petit montage que nous avons fait de ces films-là, et je pense que ce montage articule assez correctement ce dont il va être question. Oui, donc Avi, donc la première question sera pour vous, pour introduire ce débat, et une question qui concerne probablement un peu tous les films qui sont invités aujourd'hui. La question est de savoir si votre intention au départ en faisant ce film était de dénoncer ou de comprendre. Est-ce que vous aviez l'idée de désigner justement votre adversaire, ou au contraire d'essayer de partager avec lui une compréhension des choses, et du coup du spectateur aussi? Thank you for having me.
before I answer, I would like to say something. This looks like a normal event. We meet and we are going to talk about cinema and about cinematic presentations. Bonjour, merci. Avant de commencer, je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, cette scène ici a l'air d'un événement de discussion normale, d'un temps de conversation normale. On s'apprête à parler de cinéma et de dispositifs cinématographiques. But nothing is normal, at least between the river and the sea, nothing is normal. And we are in the middle of a massacre, and someone should stop it. Mais rien n'est normal, puisque entre la mer et le Jourdain, on assiste à un massacre auquel il faut mettre fin. And I think because the free forces in Israel are so tiny, we cannot expect Israel to stop it by itself. We need the help of you. We need the help of the rest of the world to stop the massacre of the Palestinian people. Et parce que les forces libres en Israël sont toutes petites, on ne peut pas compter sur Israël pour s'arrêter elle-même, et on a besoin de vous, on a besoin de l'Europe pour sauver et arrêter le massacre du peuple palestinien. Et justement, Avi, votre film décrit justement un moment très important, c'est le tournant justement un petit peu, c'est juste après la mort de Rabin, Yitzhak Rabin, et c'est à ce moment-là qu'Israël s'éloigne justement des accords d'Oslo et que Benjamin Netanyahou prend le pouvoir. Mais bon, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais malgré tout, ça nous ramène à la question fondamentale qui est justement filmer l'adversaire. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on veut le dénoncer ou est-ce qu'on veut le comprendre? À l'époque, quelle était votre intention justement? Well, I didn't go to film Ariel Sharon in order to understand him or to create a respectful relationship with him. Donc je n'ai pas été filmé Ariel Sharon pour le comprendre, ni pour essayer de tisser des liens de respect avec lui. For many years, I considered him as an enemy, almost a personal enemy. And I really thought, like I say in this moment of introduction you screened, I really thought that this was my last opportunity to make a film about him, because at the time it looked like his political career was going to end. Et donc oui, je le considérais comme un ennemi presque personnel, comme je le dis dans l'extrait qu'on a vu. Je pensais que c'était ma dernière chance de regarder ce personnage dont la carrière politique me semblait être sur la fin. And it was very clear to me that he is not interested in understanding me either. And that if he knows who I am and what is my ideology, he will not want to communicate with me. Et il me semblait que lui non plus ne cherchait pas à me comprendre, ne voulait pas apprendre à me connaître. Je pensais donc que s'il savait qui j'étais et qu'il connaissait mon idéologie, il ne voudrait pas communiquer. So I needed to hide my political identity. I did use my real name. And if the people who work for him would have made a proper research, they would have discovered who I was politically. But apparently this did not happen, and I gained access to the close environment of Mr. Sharon in a strange way, not really saying who I was or what
my aim was. Et donc il y a quand même une forme de dissimulation de mon identité politique quand je prends contact avec lui. J'ai pas caché mon nom. Si ses équipes avaient fait des recherches, ils auraient su un peu plus qui j'étais. Mais donc d'une façon un peu incompréhensible, j'ai eu accès à cette intimité étrange sans avoir le visage complètement découvert, sans que mes intentions soient tout à fait visibles de lui et de son équipe. Now, something strange happened in this film. Because after filming Mr. Sharon for several months, I realized that, that I didn't have the film or anything close to what I expected to do or wanted to do. Not as definitely not some kind of an indictment of what he is or what he did. Et il se passait quelque chose d'assez étrange, puisqu'au bout de quelques mois de tournage, je me rends compte que malgré tout ce que je filme, je n'ai pas le film que j'espérais ou celui que je veux faire, et rien qui ressemble à une accusation ou à un état des lieux. Mais pardon, parce que vous espériez qu'en le filmant, simplement, le filmant lui, dans ses meetings politiques, dans sa campagne, pourrait apparaître une vérité qui était la vôtre sur lui? I hoped that in getting as close as possible to him, maybe the monster that lives inside his body would pop up, and I will be able to capture it if I was close enough. Oui, j'ai cru que peut-être par proximité comme ça, le monstre qui habite le corps d'Ariel Sharon, peut-être sortirait et que je serais capable de le capturer. Et c'est le monstre qui vous a attrapé. Well, the monster captured the filmmaker in the film, not me. Le monstre a attrapé le réalisateur que l'on voit dans le film, pas moi personnellement. Et justement, ça m'amène à la question suivante, qui est à quel moment et pour quelle raison y avait-il l'absolue nécessité de vous mettre en scène dans ce film, sachant que c'est le cas pour tous les films qui sont ici, comme si le fait de filmer l'adversaire nous poussait le cinéaste justement aussi à se dévoiler lui-même et à exister physiquement dans le film. Est-ce que c'est apparu au montage ou est-ce que c'était une idée de départ pour vous? Well, I didn't know it, but this was probably the first decision I made in starting to make this film. Sans le savoir, je pense que c'est la première décision que j'ai prise de ce film. The fact that I needed to hide my identity and to play a role in filming already made me a player, an actor inside the film. Puisque le fait d'avoir besoin de dissimuler ce que je disais, ma personne ou mon identité politique, me donnait déjà un rôle. Je suis devenue un personnage dès le début. The whole relationship that was created in the film was based on the fact that I know who he is, he doesn't know who I am, and I am making big efforts to not to emerge as a leftist or as someone who's critical of Mr. Sharon or his politics. Et donc toute la relation est basée sur ce principe de visibilité. Moi, je sais qui il est, lui ne sait pas qui je suis. Et pendant le film, tout le long, je fais des efforts pour ne pas paraître comme un gaucho critique de M. Sharon et de sa politique. Unlike other filmmakers, I only saw Laurence and Meran film. Sorry, didn't get your film with English subtitles. But unlike them, who were engaged in an honest discussion with their adversaries, I was engaged in a totally dishonest encounter with Mr. Sharon.
Et donc, contrairement aux deux cinéastes présents, qui ont eu une démarche d'ouverture de dialogue sincère avec leur adversaire, moi, c'était une relation tout à fait facétieuse ou insincère. Du coup, c'est l'attitude d'Ariel Sharon qui a fait naître la nécessité de votre présence dans le film. Une présence qui va très loin, puisque vous mettez même en scène votre femme, qu'on ne voit jamais, un peu comme l'inspecteur Colombo, mais qui est présente tout le temps, et puis aussi même vos rêves. Donc vous allez très loin dans la subjectivité de votre regard dans ce documentaire sur lui. Oui, donc la question c'est, est-ce que c'est vraiment en réaction à cet espace que prend Ariel Sharon et que vous ne pouvez pas, disons, atteindre, que vous-même vous appropriez tout cet espace autour de vous, vos rêves, votre femme, etc. Well, first of all, this was a very psychologically, I was very active during this period. It left. It was a very. I was deeply affected because of my fear of him. Pour commencer, moi, c'était quand même une période de grande activité psychologique. Ça m'a beaucoup marqué. J'étais très affectée par ma peur de ce personnage. And there was all the time this question of the two voices, the me outside in the world and my inner voice, which later found a representation by the character of the wife. Et donc se poser comme ça cette question des deux niveaux de voix, ma voix extérieure, comme on me perçoit et comme on voit dans le film, et ma voix intérieure à laquelle j'ai donné un corps par le personnage de ma femme. And also this film is a failure. It's a big failure. You must I'm sure you realize that I didn't succeed in capturing what I was looking to capture. Et puis ce film est un échec, comme vous le dites. Je n'ai pas réussi à capturer ce que je voulais capturer. And it took me a while to understand that, or it took me a long time to understand that the film was not about Mr. Sharon. It was about filming Mr. Sharon, about the filmmaker. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était un film qui finalement ne traitait pas de Sharon, mais du fait de filmer Sharon et du réalisateur. And then there was a need to tell this story. This is where the dreams come in, and the wife, obviously, and the weak a filmmaker without a moral backbone. Et pour raconter cette histoire, donc, le dispositif des rêves, de la femme et de ce réalisateur un peu lâche, ou en tout cas qui n'a pas une fortitude morale pour résister à ce qu'il voit. Très bien. Donc justement, pour montrer ça, je vous propose de voir un premier extrait ou second de votre film, qui a à voir avec ce regard subjectif et ce point de vue sur Sharon. I must say that looking back at it, it's almost 30 years, and I was, in a strange way, because I know this film by heart, I was shocked when I heard him talking to me talking to him, or him talking to me. It's very strange. Alors, donc, évidemment, ce qui est... Oui, pardon. Je dois juste dire que c'est étrange pour moi de voir ce film 30 ans plus tard, parce que c'est un film que je connais par cœur, et de voir et de me rappeler comme c'était étrange, et comme c'est étrange de m'entendre lui parler, de l'entendre me répondre. Oui, donc dans ce moment-là, on voit bien que l'importance de la mise en abîme de votre film, c'est-à-dire de tous les films qu'on voit aujourd'hui, c'est celui qui, décompose le plus la fabrication du film. Mais
la dernière question que je voulais vous poser, on l'a vu, la salle s'est mise à rire, donc beaucoup. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est vous mettez en scène dans ce film comme les autres, dans une position souvent avec autodérision, disons. Vous êtes le ridicule, il est le fort, il est le puissant. Donc ce que je voulais savoir, c'est, en dehors de l'envie peut-être d'en faire une comédie, peut-être par dépit, est-ce que ça n'est pas un peu justement, comme on verra dans les autres films, presque une obligation de se montrer en tant que réalisateur filmant le pouvoir, filmant l'homme de pouvoir, comme quelqu'un de faible, de ridicule? Est-ce que ça ne souligne pas justement la puissance de l'autre? Est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous l'avez fait? Self-representation with this criticism and this humor, which highlights the power of the other as almost like a fool would, right? Or almost in this, how do you explain this power dynamic that you put in the ridicule that you give your image versus the power that you depict in him? Well, I'm not sure I can explain it, or maybe it's something for psychologists to do. But I know this characteristic from my personality of insisting to make a fool of myself when possible. Okay. D'accord, très bien. Mais justement... Ah, pardon. Faudrait peut-être demander à un psychologue. Moi, je sais que c'est une caractéristique de mon caractère, de ma personnalité que je connais, ma tendance à faire l'idiot. Ok. Ah. Well, yes, it's true that this puts you in a position that is strange and dangerous. But yes, like you proposed, the fool in the king's court is also highlighting some truth by self-humiliation. Et donc, même s'il y a un danger peut-être à cette position un peu vulnérable, c'est quelque part le rôle du fou du roi que d'utiliser cette autocritique pour faire émerger certaines vérités. Très bien. Merci beaucoup, Avi, d'avoir parlé de votre film. Et justement, on va rebondir sur le film sur l'Iranien. Parce que, en fait, justement, cette position, Mehran, que vous avez aussi par rapport au Mollah que vous interrogez, et aussi une position où on vous sent toujours un peu en retrait, toujours un petit peu, là, non pas dans la comédie, mais toujours dans une façon de vous effacer devant eux, devant leur force. Mais ce que je vous propose, c'est de voir d'emblée un extrait de votre film, et ensuite on pourra en parler, si vous voulez bien. Oui, donc pour reprendre la question que j'avais soulevée tout à l'heure, pour que tu rebondisses, Mehran, donc... On te voit à la fois te mettre en scène toi-même dans ce film, bien sûr, et en position aussi, malgré tout, de faiblesse, ne serait-ce que parce que tu es face à 4 religieux, 4 mollahs, enfin je ne sais pas s'ils sont tous mollahs, mais en tout cas 4 personnes qui sont qui te débordent, qui t'assaillent, alors comment, et parfois d'ailleurs ils ont le dernier mot, et même je dirais souvent dans le film tu leur laisses le dernier mot. Et donc, je voulais savoir, parce que c'est aussi un choix de montage, évidemment, sans parler de la mise en scène et du tournage. Et donc, est-ce que tu as la volonté de montrer leur puissance et de te montrer faible vis-à-vis d'eux, ou est-ce que c'est un autre processus? Déjà, il y a la difficulté de... Disons, à partir du moment où je suis pourquoi est-ce que je suis le personnage du film déjà? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai filmé alors qu'il y a autant d'Iraniens qui ne sont pas d'accord avec la République islamique et que ce serait peut-être légitime que ce soit eux qui parlent, pas moi. Sauf que le film est risqué. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de prendre ce risque. Moi, c'est un film que je porte depuis 3 ans. Il m'a fallu du temps pour arriver à assumer ma différence face aux mollahs et aux gens aux miliciens et aux mollahs. Et donc, j'ai même intérêt à assumer parce que c'est très dangereux de ne pas leur dire qui je suis. On
on est en Iran, dans une situation, c'est une dictature, et il suffit que je mente et qu'eux ils sachent, et après c'est direct, c'est très dangereux, quoi. Donc moi j'ai intérêt à être le plus transparent possible dans ma démarche, dire voilà, donc il faut que j'arrive à leur dire que je ne suis pas d'accord avec eux, que je suis athée, que je ne partage pas l'idéologie de la République, enfin l'idéologie qu'eux ils défendent, quoi. Et alors, il faudrait que je me mette de l'autre côté parce que le fait qu'elle traduise, ça me déconcentre. C'est possible? Je ne suis pas Mehran Tabad. Et donc, c'était quoi la question? Donc la manière dont tu te mets en scène, la manière dont tu te mets en scène, en situation ou en position de faiblesse, ne serait-ce déjà que par la disposition dans l'espace, tu es seul face à 4 personnes, 4 religieux, donc 4 voix qui t'assaillent, qui te débordent, et tu as énormément de mal à les contenir. Et souvent, dans le film, ils ont le dernier mot. Et donc je me demandais, est-ce que c'était une volonté aussi de vouloir souligner aussi leur puissance et le fait que toi, tu t'engager une démarche un peu désespérée, un peu solitaire. Oui, alors faiblesse. voilà, donc ce que je dis, c'est que d'abord je suis seul. Donc l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas le dernier mot, c'est que je suis tout seul. Moi, je fais le film. À partir du moment où je fais le film, j'ai quelque part je pose un cadre, je les convainc de rentrer dans ce cadre. Donc ça, c'est déjà un pouvoir. Tu vois, le fait même que j'aille m'asseoir dans le champ derrière eux et que j'ouvre l'ordinateur pendant qu'eux ils prient, quelque part, je suis en train de signifier que l'espace de laïcité dont vous n'êtes pas d'accord, finalement, je le mets en place, malgré vous. C'est-à-dire, si on coupe le son, ce qu'ils disent, et qu'on regarde juste l'image, si on prend juste la photo, ça signifie ça, quoi. Donc l'image raconte autre chose. Quelque part, un peu malgré eux, ils ont accepté, moi, je trouve. Ensuite, lorsqu'on est personnage de son propre film, dans un rapport un peu quelque part d'adversité, avec des gens qui défendent une autre idéologie, c'est très compliqué d'avoir le dernier mot. Parce qu'avoir le dernier mot, le spectateur, il sait, il dit, bon, bah, c'est facile. Il était au montage, il a coupé comme il voulait, il a gagné mais quelle était cette réalité? Donc, du coup, il fallait absolument aussi... moi, il y a aussi un autre truc, c'est qu'à partir du moment où je n'ai pas la réponse face au mot-là, le public fabrique ses propres réponses. Tu vois? Et... bien souvent, le public a presque envie de rentrer dans le champ et parler à ma place en disant celui-là, il ne sait pas leur dire. Moi, je sais quoi leur dire et je vais leur dire ça, tu vois. Et plein de fois, il y a cet effet. Et donc ça, je le fabrique par mes silences, quoi. Mes silences donnent quelque part la possibilité au spectateur d'exister. Oui, mais alors, quand tu laisses gagner les mots-là, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'ambiguïté? C'est-à-dire de faire entendre leurs arguments aux spectateurs et de leur donner aussi une tribune. Est-ce que ce n'est pas toute l'ambiguïté, dans ces cas-là, de ce genre de joute verbale? Mais tu leur donnes une tribune, mais à partir du moment où ils disent que ce film est une tribune, tu leur donnes plus la tribune, parce qu'ils le disent. Tu vois, dans le film, il y a un passage où ils disent bon bah voilà, donc nous, grâce à vous, nos idées vont être répandues dans le monde entier. À partir du moment où c'est dit de cette façon, c'est plus une tribune. De toute façon, si tu veux faire bouger un peu les lignes, tu es obligé de donner la parole à l'autre. Sinon, je vois pas trop comment est-ce que tu peux faire. Soit tu n'y crois pas en ça. Moi, j'y crois profondément dans cette possibilité de fabriquer un espace. À chaque fois, je rate, mais je pense que c'est possible, tu vois. Et donc, tu attends de cette confrontation d'idées qu'une vérité se fasse ce jour, et tu espères, comme c'est ton film, que cette vérité, ça soit la tienne? Ou pas spécialement? Non, moi, il y a plein de moments dans le film, ceux qui l'ont vu, ils savent, je recule, tu vois. Mais si je recule, c'est toujours dans l'espoir que l'autre... Là, je ne parle pas uniquement d'une position du réalisateur, mais de quelque part de citoyen, d'être humain, quoi. Moi, le fait de reculer, j'ai l'impression que le fait de reculer ouvre la possibilité à la personne d'en face de reculer aussi. Ah bon, non pas de se dévoiler, mais de reculer aussi. De reculer aussi. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un espace commun, il faut que les deux reculent. Si moi j'avance, je veux gagner, je veux absolument avoir le dernier mot, l'autre en face, il va faire la même chose. Il n'y a plus d'espace possible. Tu vois. Et ça, je crois profondément. Ça, je pense qu'il y a des passages, pour ceux qui l'ont vu, à un moment donné, là, je ne fais pas la prière, mais une deuxième fois, je fais la prière avec eux. Ce que j'allais te dire tout à l'heure, oui, j'ai posé. Mais... Et donc, le fait que je pense que le fait que je fasse la prière fait que la séquence suivante, ils ont déroulé un papier, ils ont commencé à écrire les articles de loi de la maison, de la maison commune, quoi. Ok, alors donc, allons-y, jouons le jeu jusqu'au bout.
Toi, tu veux ça, nous, on veut ça. C'est quoi les règles à mettre en place, tu vois, quelles sont les photos qu'on accepte, tout ça. Et ça, c'est devenu possible, je pense, parce qu'à mon âge, j'ai reculé. Tu vois. Mais est-ce que justement, alors à ce moment-là, le risque à l'inverse, c'est si on sent que ces mollahs et ces religieux sont prêts à avancer, sont prêts à trouver un espace commun avec toi, est-ce que ça risque pas disons, si on généralise au régime iranien, de se dire que finalement, justement, le régime iranien est prêt à des concessions, etc. Et est-ce que ça nourrit pas l'inverse à ce moment-là de ce que tu veux dire? Que quoi? Vas-y. Ben, que le régime iranien est prêt à des concessions. Enfin, tu vois, si tu montres des mollahs qui sont prêts à négocier, justement. Ouais. Est-ce que ça n'a pas l'effet inverse, le risque? Le risque, c'est de dire que le régime iranien est prêt à négocier, c'est ça? Oui. Bah, ce serait bien, non? Oui, non, mais, la question, ça serait bien sûr, mais la question est de savoir est-ce que c'est la vérité que enfin, est-ce que c'est vrai? Tu vois ce que je veux dire? Ça serait bien, évidemment, mais est-ce que c'est toi ce que tu veux montrer? Moi, je ne veux rien montrer. Enfin, disons, moi, je fais une expérience, disons, et je le conçois vraiment comme une expérience. J'aurais pu faire un film parce que ça a duré des années avant de les réunir. J'aurais pu faire un film pour dire que ce vivre ensemble que je cherche n'est pas possible. J'ai rencontré 25 mollahs. Il y a des mollahs qui m'ont dit, nous, on a des mollahs réformateurs qui m'ont dit, nous, on n'a aucun problème pour vivre avec toi. On a un problème pour vivre avec les autres mollahs. Donc, du coup, on ne peut pas venir dans ton film. Donc, il y a eu cela. Qui ne pouvaient pas avoir une liberté de parole dans mon film, tu vois. Du coup, donc je les ai écartés. Après, j'en ai vu plein et qui avaient très peur, qui étaient d'accord avec eux, mais qui avaient très peur et qui pensaient ne pas avoir d'arguments, qui pensaient subir des interrogatoires. J'en ai vu d'autres qui m'ont dénoncé un peu au RG iranien. Et c'est suite à ça que j'ai subi des interrogatoires. Donc, j'aurais pu faire un film pour montrer que ce dialogue est impossible. J'avais toute la matière pour raconter ça. Sauf que ça, je le savais déjà, avant de démarrer le film. Donc, ça ne m'intéressait pas de démontrer quelque chose dont, a priori, tous ceux qui sont dans la salle savent, quoi. Et moi, je comptais, disons, fabriquer cette expérience, quoi, voir dans quelle mesure les lignes peuvent bouger. Et quelque part, c'est ma démarche, c'est ça que je propose avec mes films. Donc, voilà, je comprends. Donc, voilà, c'est avec ingénuité, avec espoir que tu montres le discours. Mais alors, comme plusieurs de ces films ici, malgré tout, le fait de filmer l'adversaire, ça suscite aussi des polémiques, justement. Et le genre de polémique qui consiste à dire que peut-être le réalisateur s'est un peu fait avoir ou qu'il sert, entre guillemets, la soupe à son adversaire. Quel est le danger, justement mais c'est aussi d'aller au bout de cette démarche? Est-ce que ton film a suscité des polémiques? Est-ce qu'on t'a accusé, par exemple, d'être en accointance ou d'être complice? Oui. On t'a reproché de donner trop la parole ou de leur... Oui, mais de la même manière qu'à eux, on a fait ce reproche. Les gens de la République islamique, eux, il y en a quelques-uns, ils ont subi des interrogatoires à cause de moi, à cause du film. Tu vois, c'est-à-dire, tout n'est pas dans un sens. De la même manière que moi, je peux être pollué par leurs idées, de la même manière qu'on peut être quelque part convaincu par ce qu'eux ils disent, eux aussi ils peuvent être un peu ébranlés, tu vois. Eux aussi ils peuvent se dire, ah finalement les gens qu'on croyait sans éthique, sans morale, sans rien qu'on puisse partager, finalement ils sont pas si différents que ça de ce qu'on a, tu vois, parce qu'eux aussi ils fabriquent un fantasme sur nous, quoi. Est-ce que justement les spectateurs iraniens du coup qui seraient convaincus, enfin qui seraient islamistes, auraient vu le film et auraient pu aller dans le sens que tu dis? Disons, eux, c'est une partie des... eux, ils ont dit, les gens pour qui on écrit les lois ne sont pas comme toi. Toi, apparemment, tu n'as pas besoin de religion pour avoir une éthique. On ne parle pas des gens comme toi. Mais je vous assure que vous parlez que des gens comme moi. Ils sont tous comme moi, les gens dont vous parlez, quoi. Ils veulent tous la même chose que moi. Ils ne veulent pas d'autre chose. Et donc, quelque part, moi, je pense qu'il faut tenter... ça, je ne parle pas de la position du réalisateur, mais de citoyens. Je pense qu'il faut tenter de lutter contre les fantasmes. On se fait un fantasme sur l'autre de la même manière que les autres, ils font ce fantasme sur nous. On ne parle pas avec des gens qui ont le pouvoir, comme Ariel Sharon. On parle des gens un peu des... Eux, c'est quand même, malgré tout, même s'ils défendent la République, c'est quand même des citoyens, quoi. Et donc, il faut lutter contre... On fantasme sur celui qu'on ne voit pas. Donc, du coup, il faut se voir. Il faut fabriquer un lien avec celui avec qui on a peur, avec celui qui nous fait peur. On est plus en sécurité si on fabrique un lien avec lui. Déjà, le lien
te protéger. Moi, le lien me protégeait, quoi. Tu vois, en Iran, quand j'étais en Iran, il fallait que je me rapproche d'eux pour dire, quelque part, si je suis proche d'eux, il ne va pas me faire mal. Ils vont pas me faire mal, tu vois, si je les filme de près. Si il y a une forme de peur aussi, tu veux dire? Ah ouais, j'avais tout le temps peur. Là, ça se voit pas, mais dans notre jardin, il y avait un poulailler, et puis on cachait les roches dans le poulailler la nuit, parce qu'on avait les disques durs. Et oui, j'ai peur, sauf que devant eux, tu vas pas dire j'ai peur. Donc la situation raconte la peur. Comment est-ce qu'elle raconte la peur? On est dans une maison pour parler de l'espace public. Si on parle de l'espace public à l'intérieur, c'est qu'on peut pas parler de ça dehors, déjà. Donc le dispositif parle qu'on a peur, quoi. Le fait que je sois seul, c'est que finalement je suis vraiment seul, tu vois. Enfin, seul devant la caméra, dans la société, il y a des millions. Donc ça veut dire qu'au montage, quand tu te retrouves avec tant de paroles et que tu as le pouvoir sur ton film, tu essayes d'être juste, c'est-à-dire de faire exister leurs paroles comme la tienne dans une forme d'équilibre pour éclairer le spectateur, et tu n'es jamais tenté d'aller, disons, dans la direction, parce que tu défends quand même des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les leurs. Moi, je défends la valeur de l'altérité. C'est cette valeur-là. Moi, je veux exister avec ma différence face à des gens qui défendent la République islamique. Je leur dis, depuis enfin, maintenant j'y vais plus, mais de 2001 environ, de 2000 ou 2001 jusqu'à 2012, je leur disais progressivement, parce que j'étais en lien avec eux, donc j'arrivais à leur dire des choses que tu peux pas dire s'il n'y a pas de lien. C'est dangereux de dire à quelqu'un je suis athée si tu n'es pas en lien avec lui. Tu vois, en Iran, hein, je parle. Et donc progressivement, j'ai appris à assumer ma différence face à des gens qui défendent la République islamique. Et ensuite de filmer ces scènes qui montrent ma différence. Tu vois. Au départ, je ne voulais pas être filmé. Ce n'était pas du tout prévu que je sois dans mes films. Au départ, je voulais filmer les Bassidji, les Mollahs, les gens qui défendent la République islamique. Mais progressivement, comme ils sont très forts et qu'ils crèvent l'écran, tu vois, vraiment, tu vois, les films auraient pu devenir des films de propagande. Il a fallu à un moment donné prendre la décision de rentrer dans le champ. C'était au moment où je tournais Bassidji. Ah oui, d'accord. Au moment où je tournais Bassidji, à un moment donné, je me suis dit, le film peut t'échapper. Le film peut devenir un film de propagande. Il faut que tu sois à l'écran. Il faut qu'on te voit. Il faut qu'on voit que tu n'as pas de barbe. Ça, c'est avec Dédé d'Aventure, une grande monteuse, vraiment, qui m'a beaucoup appris. Il y avait... donc, je l'ai filmé eux. Elle a dit, il faut que tu sois dans le film. Sinon, ils vont gagner. Et puis, ça arrive. Donc, du coup, il a fallu être à l'image, voir que je ne suis pas barbu, qu'eux, ils sont barbus, voir que j'hésite, voir que j'ai peur, voir que je suis fragile, voir que le mec, il est comme ça et que moi, je suis un peu plus courbé. Enfin, disons, voir un peu... Je ne jouais pas à ça, tu vois, mais c'est la réalité, en fait. Décrire le rapport de force, quoi. Montrer un peu. Et puis aussi, d'un coup, lui dire, voilà, je ne crois pas en Dieu. Et puis, rien que le fait de dire ça devant l'écran, me protège aussi aux yeux du public. Mais en même temps, le public qui est, disons, critique, il va dire, regarde, il est en train de montrer que l'autre est capable d'entendre ça. Tu vois, le public, disons, iranien, d'opposants. Qui a vu le film, du coup? Le public iranien, est-ce qu'il a pu avoir une diffusion? Le public iranien peut voir le film en lien, quoi. Mais les Iraniens, ils ne s'intéressent pas à ce que je fais, à mes films. Ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai toujours fait des films pour les Iraniens. Les Iraniens, ça ne les intéresse pas de regarder ce que je fais. Et donc peut-être... Non, mais c'est vrai, parce que en fait, ma démarche, c'est pas une démarche qui intéresse les Iraniens. Les Iraniens, ils sont dans la dénonciation d'un régime que je comprends, parce que c'était mon violent. Moi, j'ai été dehors, je suis rentré, je suis ressorti. Je suis pas blessé comme eux, ils sont blessés, donc j'ai pas la même haine. Enfin, j'ai de la haine, mais enfin, donc je sais lutter contre ma haine. Tu vois, j'ai peur, il faut que je lutte contre ma peur. J'ai de la haine aussi. Parce que il se passe au quotidien des choses horribles et il faut que je lutte contre. Bon, sinon, c'est la guerre. Tu vois. Nous, en tout cas, ça nous passionne. Contrairement au peuple iranien, quand on voit ton film, on est curieux et on est aussi interpellé par le discours qui est quand même assez développé de ce qu'ils disent, quoi, qui va aussi au-delà des caricatures, mais qui va dans la profondeur. Donc, une dernière question. Aujourd'hui, ce genre de film, c'est-à-dire la confrontation d'idées entre un laïc comme toi et des religieux comme eux, à Téhéran, est-ce que ce sera encore possible? Est-ce que tu pourras encore y aller? Moi, je pense que tout est possible. Sauf que, bon... moi, je pense qu'on peut
il faut construire la possibilité de faire des choses. Tu vois, d'emblée, c'est pas possible. C'est-à-dire dire, voilà, le mec, il va habiter avec 4 mollahs dans une maison. A priori, c'est pas, les perspectives sont pas très optimistes. Mais il faut construire cette possibilité de faire des choses. Et construire ça, c'est du temps. Tu vois, moi, je pense qu'on peut filmer tout le monde, sauf que il faut être stratège. Pour moi, il faut être sincère. Parce que sinon, ça ne sert à rien, c'est juste de la dénoncer. Enfin, dans ma démarche à moi, quoi, de filmer des gens un peu comme ça. Et donc, aujourd'hui, si je pars en Iran, parce que là, j'ai terminé 2 films qui sont plus directement sur la torture, en me posant la question de ce que le tortionnaire a en tête. Et aussi, est-ce qu'il est possible de l'ébranler, de le toucher, de l'ébranler? Donc ça, c'est la question que soulèvent mes 2 films actuels. Je pense que si avec ces films-là, je comptais y aller, mais si je pars avec ces 2 films-là en Iran pour faire un autre, il y a quand même des chances que je sois arrêté, que j'aille en prison. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Tu vois, ça veut dire que si j'y vais, je serai arrêté et que j'irai en prison. Donc du coup, la question, elle s'est quand même posée. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la République islamique qui décide si on y va en Iran ou pas. C'est moi qui décide de jusqu'où est-ce que je suis capable de m'engager. Je suis pas capable de m'engager jusque-là pour aller en Iran. C'est ma décision, d'accord? Mais il n'empêche que j'aurais pu y aller. Peut-être que j'aurais risqué la prison. J'aurais dû me battre pour sortir de prison. J'aurais dû ensuite me battre pour rencontrer des gens, pour continuer à les filmer. Et ça aurait été possible, tu vois, je pense. Mais c'est long, tu vois. D'accord. Bah, merci beaucoup, Biran. Et du coup, Manuela va prendre le relais, mais on va rebondir par un extrait du film de Laurent Sibien, donc, sur justement cette question de la manière de non pas seulement de filmer l'adversaire, mais de converser avec lui, d'échanger avec lui, et dans une démarche qui est plutôt une démarche, disons, pleine d'espoir, quelque part, d'échanger et de comprendre. On peut dire ça, peut-être. Oui, enfin, espoir. J'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention ce que disaient Avi et Mehran, et je trouve plein d'échos avec des questionnements que j'ai pu avoir dans ce film, avec une très grosse différence, c'est que moi, c'est quelqu'un que je connaissais. Enfin, c'est d'abord un pote, Édouard, avant qu'il devienne Premier ministre de Macron. J'ai commencé à le filmer en 2004, donc, sauf à être vraiment un grand voyant, je ne pouvais pas imaginer qu'il viendrait Premier ministre 13 ans plus tard. Laurent, donc, je te coupe. Je te propose qu'on voit un extrait, comme ça après tu rebondis sur le film. Donc, c'est totémique, idéologique, et vous êtes potes. Lui, il a le pouvoir, le bras très long, et toi, t'es qu'un pauvre journaliste. Comment? Alors, je me permets d'être un peu d'y aller avec un peu les gros sabots, parce que quand même, on est très amis avec Laurent et on milite ensemble pour obtenir... on travaille beaucoup à l'élaboration de quelque chose de plus juste pour le travail des cinéastes. Donc, justement, est-ce que quand tu t'appuies sur cette sincère amitié qui vous lie, on la conteste pas, mais qu'il te prend quand même de haut toujours, est-ce que tu crois, pour reprendre les mots de Mehran, que tu pourrais faire bouger les lignes? La situation est... Il y a du commun avec ce dont parlait Mehran. C'est-à-dire que tout à coup, il y a un espace commun tout à fait inattendu qui est ce bureau de Matignon, dans lequel je me retrouve à un endroit où je ne devrais pas... Mais tu joues à l'extérieur, alors que Mehran joue à l'intérieur. C'est vrai, oui, je joue sur son territoire, effectivement. Oui. Et est-ce que l'idée, c'est de faire bouger les lignes? Disons que, encore une fois, c'est un processus de très long terme. J'ai commencé ce travail il y a plus de 20 ans. Et donc, dans l'idée d'une vraie curiosité, mais c'est quoi un homme politique? C'est quoi être de droite? C'était ça le point de départ de ce film.
Et j'avais un personnage sous la main que je connaissais depuis l'école et qui, d'une certaine façon, acceptait de jouer le jeu. Donc le commun, c'était qu'il acceptait de jouer le jeu et que c'était un travail commun dès le départ. Donc il se retrouve à Matignon. Et donc on n'est plus du tout dans la question de la conquête du pouvoir, mais dans l'exercice du pouvoir. Mais c'est bel et bien un homme de pouvoir qui a un endroit où il peut prendre des décisions, qui a des influences sur nous tous. Et je me retrouve dans cette discussion avec lui, qui est une discussion qui est commencée depuis très longtemps, pour pouvoir continuer à lui poser les questions qui, moi, m'habitent. Alors cet exemple, cet extrait, pourquoi il m'a semblé intéressant, parce que justement on est dans une situation où je ne sais pas ce jour-là encore ce qu'il a décidé pour Notre-Dame-des-Landes. C'est quelques jours après où il va dire j'ai décidé d'annuler l'aéroport. Moi évidemment je suis à fond pour qu'il annule cet aéroport et il ne m'a pas dit ce jour-là qu'il allait le faire. Il l'avait déjà décidé, mais c'était pas mon objet, je m'en foutais. De toute façon, le film, il paraîtrait bien longtemps après. Et clairement, c'est effectivement un moment où, et là ça fait écho à ce que disait Mehran également, j'accepte de me mettre en scène, y compris en difficulté. C'est-à-dire, ce que tu disais, tout le monde peut dire « Ah là là, il aurait dû lui poser cette question ». J'ai envie de dire à tout le monde, mettez-vous face à une bête. Il vous plie, c'est son métier. Je veux dire, c'est son métier de plier une conversation. C'est presque le cœur de son travail. Donc c'est pas ça l'enjeu en fait. C'est pas essayer de le convaincre. C'est pas essayer de faire bouger les lignes. C'est pas essayer de le faire bouger lui. Ça n'a aucun sens. Lui, il est dans sa fonction de Premier ministre. Je ne suis pas là pour le faire changer d'avis. Je suis là pour essayer de faire apparaître éventuellement des contradictions, de faire apparaître aussi éventuellement de la sincérité quand il y en a. Enfin, voilà. Et là, mon rôle de cinéaste, j'ai l'impression, c'est d'être le corps qui permet de faire apparaître ça. D'où l'importance de se mettre en scène, qui n'était pas... Moi, je tourne seul, j'avais pas trop le choix. Alors là, c'est un cas particulier où j'avais... Mais c'est très rare dans le film qu'il y ait une autre caméra qui permet de montrer le dispositif. Mais sinon, en général, je suis toujours seul. Et il y a un miroir derrière lui et on me voit dans le miroir. Ce truc que normalement on évite à tout prix. Au contraire, moi je voulais absolument trouver une façon d'être dans le film. Et donc non, ça ne le fait pas bouger d'un iota, mais c'est pas l'objectif du film. C'est pas du tout l'objectif du film. L'objectif du film, c'est d'offrir au spectateur la possibilité de lui se poser les questions de qu'est-ce que je pense de cette situation, qu'est-ce que c'est son métier, comment je comprends ce qu'il fait, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas, ça c'est pas mon problème. Je veux pas faire bouger non plus des lignes chez le spectateur, je veux lui offrir un endroit de discussion possible où on n'a pas accès, où justement je rencontre quelqu'un qui est censé être dans une fonction importante et que je décide de filmer comme un être humain. Voilà. Mais ça c'est le propre du documentaire. Enfin, oui, bien entendu, tu le filmes comme un... Enfin, tu t'appuies sur votre camaraderie pour en faire quelqu'un d'humain, alors qu'effectivement... j'en fais pas quelqu'un d'humain, il l'est. Oui, non, mais c'est parce que Avi tout à l'heure parlait de monstres. Les mots-là, on a un peu du mal quand même à penser qu'ils puissent être sympathiques, alors que Édouard, il est sympathique. Enfin, je veux dire, tu n'es pas en danger jamais, alors que... Ah bah non. Voilà, alors que c'est ce qui... C'est pas comparable du tout. Voilà, c'est là où, effectivement, c'est pas comparable. Pas par rapport au... Il n'y a pas... La violence de l'État, tu peux que te prendre une vanne un peu désagréable, mais pas, effectivement, par rapport... Mais, en fait, quand tu dis... que la question c'est qu'est-ce que c'est que d'être de droite, moi c'est comme ça que j'ai vécu le film et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que pour la première fois je comprends la logique de droite. Là par exemple, quand on croit à la propriété privée, on n'est pas très loin de quand on croit en Dieu. C'est pourquoi pas, enfin je veux dire, ça c'est très totémique. La propriété. Bon, voilà. Il s'avère que, voilà. Et effectivement, le film révèle ce que c'est que la pensée de droite, auquel on a rarement accès. Mais ma question, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression que tu vas te faire bouffer tout cru ?
C'est-à-dire jouer contre ton camp. Écoute, déjà la notion de camp, elle est problématique dans ta question, mais je veux dire, je ne suis pas le représentant d'un camp face à un représentant d'un autre camp. C'est lui qui le pose comme ça. Oui, il le pose comme ça, mais ça ne veut pas dire que moi je le pose comme ça. Dans le titre, c'est Édouard, mon pote. Il est de droite et c'est mon pote. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme le titre du film d'Ali Miograbi. Au moins, le titre ne ment pas sur le contenu du film. Me faire bouffer, si tu veux, c'est un peu l'idée de dire qu'on serait dans un ring et qu'on ferait de la boxe, et donc de la boxe, lui en l'occurrence il en fait, mais oui, il en fait. Mais c'est un bon exemple parce que si on se dit qu'on est sur un ring de boxe et qu'on a les mêmes armes, bah forcément face à un mec hyper entraîné tu perds. Lui, entre un champion du monde poids lourd et un gringalet, enfin voilà, il n'y a aucune chance que ça marche, quoi. Si on se dit qu'on n'a pas juste les mêmes armes, que peut-être lui il fait de la boxe mais moi je fais, je sais pas, du judo, ça change des choses, tu vois. Et donc c'est plutôt ça, si tu penses en termes de combat. On n'est pas dans un combat de boxe. Ne serait-ce que par la position. Moi je suis derrière la caméra, lui il est devant. Vous n'êtes pas à égalité. On n'est pas à égalité et ça serait illusoire de penser qu'on est à égalité. Mais c'est intéressant, je trouve, cette situation de filmer un homme de pouvoir, c'est que ça remet en question cette idée qu'on a tous expérimenté dans le documentaire, que quand tu es derrière la caméra, tu as le pouvoir. Là, tout à coup, c'est filmer quelqu'un qui... non, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Mais ça ne veut pas dire aussi que tu lui donnes tout le pouvoir. Enfin, donc, il faut trouver d'autres moyens à travers des dispositifs, à travers une fabrication, pour au moins essayer de rééquilibrer les choses. Mais à la fin, moi, mon but, c'est pas de sortir vainqueur de ce combat. Je m'en fiche. C'est pas ça. C'est un peu désagréable en termes d'ego de faire des séquences où à la fin tu passes un peu pour un con et que voilà. Mais si ça produit quelque chose, si ça produit de la compréhension, je sais pas, j'ai pas de mot qui me vient mieux que ça, mais en tout cas une émotion ou quelque chose au spectateur, une réflexion dans cet espace que le spectateur a entre lui dans la scène, dans la salle et l'écran, et même éventuellement à la télévision ça marche, c'est ça qui est important. Moi, on s'en fout quelque part. C'est-à-dire que tu suis les pas de ce qu'expliquait Mehran, d'une proposition d'un espace commun, sauf que Mehran parlait d'un espace commun entre les mollahs et lui, avec la violence de l'État en arrière-fond, et toi tu fais un triangle. C'est-à-dire qu'il y a lui, toi et le public. C'est-à-dire, et les gens qui regardent le film. Ça, je pense pour tous les films. Enfin, je pense pour Mehran aussi, pour tout le monde. Enfin, heureusement que c'est pas entre nous, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais sur l'espace de l'espace commun, sur la question de l'espace commun, je réfléchis à voix haute, mais là où il y a peut-être un lien, c'est qu'effectivement, je suis face à quelqu'un qui est là dans le 3e épisode. Hein, dans les 2 autres, il n'en est pas, c'est pas encore ça. Mais dans le 3e épisode, donc qui est Matignon. Il est donc Premier ministre, il a un rôle de prise de position, de prise de décision, de pouvoir, dans un palais de la République. Et là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus d'espace commun. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est une création. Il y a une création. L'État ne fait que créer en permanence une sorte de mythologie. Enfin, on est dans une forme de monarchie qui se prolonge. Et normalement, la personne qui est à cet endroit-là est justement construite comme étant non humaine. Il ne dort jamais. Oui. Il prend 250 000 décisions à la journée. Enfin bon, c'est des sortes de surhommes. On fabrique des surhommes à travers la télévision, ou des surfemmes, mais plus souvent des surhommes. Et que là où il y a une volonté je pense, dans le film, de casser ça, c'est-à-dire de montrer finalement. Quand il met ses pieds quand il bouffe des pâtes ou qu'il met ses pieds sur son bureau, on n'est plus trop dans le surhomme, quoi. On est dans un job quelque part. Et moi, je trouve que
que la dimension politique de mon film, elle est là, elle est en relativisant cette construction d'un État surpuissant et dominateur qui n'est pas. Il y a une part de comédie quand même dans le pouvoir, dans une société libérale, démocratique ici. Très très différent pour le coup avec l'Iran évidemment. Vous avez une règle commune qui a été mise en place il y a 10 ans en arrière, qui est unique, enfin qui est toute simple. Quand il te demande d'arrêter, t'arrêtes. Et je suppose que tu n'as jamais dérogé à cette règle. Oui, puis en réalité, il ne m'a jamais demandé d'arrêter, mais quand il se lève et qu'il dit j'ai autre chose à faire... c'est comme n'importe quelle personne qui dit là j'ai autre chose à faire, on arrête. Voilà, enfin, d'ailleurs en général je laisse tourner la caméra, mais il y a plus enfin, voilà, il sort du bureau et puis il passe à autre chose. Enfin, en fait, c'est aussi cette règle, c'est essentiellement pour dire si quelqu'un ne veut pas être filmé, voilà, c'est pas de la caméra cachée, il n'y a pas de caméra cachée dans mes films, donc c'est essentiellement ça. Évidemment que je m'assure de sa participation et de la participation des autres personnes qui est susceptible de croiser. Mais après, il n'a aucun contrôle sur le film. Voilà. Parce que tout à l'heure, Avi disait qu'il décide de filmer, et j'ai l'impression, et tu confirmeras ou pas d'ailleurs, que c'est pas du tout, tu pars pas du tout du même endroit. Avi disait qu'il décide de filmer Ariane Charol pour faire apparaître le monstre qui est dans ce corps. Il me semble que c'est pas ça que tu décides avec le même dispositif de filmer la campagne électorale ou l'exercice du pouvoir. Ça n'est pas. Comment tu signifierais ce que vous entreprenez tous les deux? Effectivement, je ne peux pas essayer de faire apparaître le monstre dans ce corps, parce que je ne le considère pas comme un monstre à la base. Ce qui n'empêche pas que je suis en désaccord clair politiquement. Je veux dire. Moi, alors, ce qui est très curieux, c'est que d'une certaine façon, jusqu'à présent, je repense aussi dans le film d'Avi où il dit il a pris des décisions qui m'ont affecté dans ma vie. Jusqu'à Matignon, c'était pas le cas. Je veux dire, quand il était candidat à la mairie du Havre, moi, je suis pas électeur au Havre. J'ai jamais, quand il était ensuite porte-parole de Juppé au primaire de la droite, je vote pas pour la droite. En aucun cas, ce qu'il faisait pouvait m'impliquer, me concerner. On verra ce que l'avenir politique nous réserve, mais je peux me retrouver dans cette position de me dire est-ce que je vote pour ce mec ou pas. Enfin, je connais déjà la réponse, mais et là, évidemment, à Matignon, c'était différent. C'était tout à coup, mais je n'ai pas décidé qu'il y était. C'est pas moi qui l'ai nommé, évidemment. On ne m'a pas demandé de voter pour lui ou pas pour savoir s'il était à Matignon. Donc le rapport est différent d'une certaine façon. Oui, mais c'est bien toi qui décides de filmer l'exercice du pouvoir. Ah oui, bien sûr. Tu aurais très bien pu t'abstenir. Pourquoi? C'est quoi l'idée alors, évidemment, comme c'est quelque chose... je veux dire, il y a une espèce de Oui, je vais te répondre, Manuel. Ce qui m'intéressait, mais dès le début de ce projet, c'est de filmer ma génération politique. D'accord. C'est-à-dire, Édouard, je l'ai rencontré, on avait 18 ans, classe prépa, tout ça. Et je l'avais perdu de vue, je l'ai retrouvé une dizaine d'années après. Il était devenu apparatchik de l'UMP. Moi, c'était d'abord une curiosité, quoi. C'est quoi un apparatchik? Comment ça marche? Comment marche cet univers-là sur lequel je n'avais aucune connaissance? Et peu à peu, je voyais aussi bien qu'il avait quelque chose d'assez archétypal dans son parcours politique, l'ENA, Conseil d'État, tout ça, qui représentait assez bien ce qu'était ma génération politique, donc y compris avec nos échecs, quand on voit où on en est aujourd'hui, c'est que vraiment on a dû sacrément merder.
Et donc il y avait cette volonté aussi d'un miroir, en fait. C'est-à-dire si on a peut-être la classe politique qu'on mérite à sa génération, quoi. Et je me dis, si c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment merdé. Et donc je l'ai toujours abordé comme ça, quelque part, Édouard. Enfin, dans cette idée-là, c'est quelque chose de réflexif en le filmant, lui, quoi. C'est ce que je projette, en tout cas aux spectateurs, de se poser la question. Est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui? Ce type de monde politique et donc de société politique dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, alors là... Et moi, je peux pas interroger mon pote. Mais on continuera après. Alors, écoutez, effectivement, on est tenu par le temps parce que c'est important que la salle ait un peu de temps. Donc, on va passer à l'extrait suivant de La Flaca Alejandra, où nous avons donc les deux cinéastes qui ont co-réalisé ce film. Et voilà. Et on commence à regarder et on en parle après. Alors, on a tenu à terminer par ce film, parce que par cet extrait, à évoquer ce film, sans doute dans un mouvement dialectique, c'est-à-dire qu'on a eu thèse, antithèse, et là c'est pas vraiment la synthèse, mais en même temps il y a un mouvement dialectique dans le sens où du monstre. Ce qu'a dit Avi tout à l'heure, qui était j'ai voulu filmer Ariel Sharon pour révéler le monstre qui est dans ce corps. C'est un mouvement qui se poursuit probablement dans le film de Mehran, qui est extrêmement différent dans le film de Laurent, puisqu'il n'y est pas question de monstre. Effectivement, on n'est pas face à une situation... certes, on n'aime pas la droite, mais enfin, bon, on n'en est quand même pas arrivé là. Et puis là, on fait un saut, et de l'ami devenu absolument ennemi, j'imagine, on redevient dans un échange. Quelque chose de l'échange de la main tendue dont parle Mehran se passe, et on ne peut pas faire autrement que d'être bouleversé par la Flaca. Quand elle dit j'étais déjà brisée et je ne leur ai jamais dit qu'ils étaient des assassins. Et toi, tu l'entends, tu l'écoutes avec une grande compassion et une écoute extrêmement attentive, et nous aussi. Du coup, voilà, la question qu'il y a de particulier dans votre film, c'est que vous êtes deux. Et pourquoi il fallait être deux? Ce film est ce qu'il est. Je suis filmée par Guy. C'est lui qui a voulu, et on en a vraiment beaucoup parlé, pourquoi je devais être là, à l'écoute. La longue histoire qui me lie à la Flaca Alejandra depuis notre jeunesse de militante je ne pouvais pas faire ce film. Je n'étais pas cinéaste, je commençais, et j'ai appelé Guy pour qu'on fasse ce film. Ce film est réalisé par Guy, c'est essentiel. Maintenant, l'histoire de pourquoi Carmen Castillo, entre guillemets, l'héroïne, va à l'encontre de la Flaca, bon, ça, on en parlera. Ça, c'est une longue histoire.
C'est vrai que c'était pas évident. C'est-à-dire que quand on est parti de Paris, en fait, c'est un film qui était très cadré dans le temps. Il y avait un repérage qui devait durer 3 semaines, un tournage qui devait durer 2, et j'avais un peu reçu des consignes de pas filmer Carmen. Alors, je pense que c'était un peu des consignes de Sylvie à l'époque, qui avait peur qu'on s'égare en cours de route. Bon, en tout cas, moi, je pensais... Sylvie Bloom, qui était la productrice du film, à l'INA. Bref, quand on est arrivé, j'avais le sentiment que, c'est un peu ce que j'avais dit à Carmen dès le début, c'est qu'il y avait 2 destins qui se croisaient et je ne pouvais pas imaginer filmer l'un sans l'autre. Mais en même temps, j'avais aucune idée de ce que pourrait être le filmer La Flaca. C'est-à-dire, il n'y a que quand la première scène a été tournée que je savais un peu comment elle réagissait et ce qu'on pouvait imaginer faire avec elle. Je veux dire, avant, tout ça était abstrait. Donc je m'étais un peu accroché à l'idée de filmer Carmen parce que j'avais un biais pour raconter quand même cette histoire. Et en fait, il y a eu un moment qui a été très, très déterminant. C'est que, avant même qu'on décide qu'elle soit vraiment physiquement dans le film, on est allé, avec la caméra évidemment, à l'endroit de la maison, rue... et c'est la première scène qu'on a filmée ensemble. Et il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'évidence dans cette séquence que je crois qu'après on s'est pu poser la question. Et qu'elle est, je veux dire, dans la séquence qu'on vient de voir, la Carmen, elle est vraiment dans l'écoute. C'est-à-dire, ça... Et en même temps, la Flaca s'adresse à elle. C'est-à-dire que ça change tout. Et bon, je ne suis pas très partisan des interviews assis sur une chaise. C'est pas trop ma fibre. J'aime bien dans un film qui a un rapport. Voilà. Donc ça a été une façon de le construire, ce rapport. Et après, il y en a une autre, et puis une autre. Et voilà, quoi, une autre séquence. Et il y avait aussi une autre raison, c'est je savais avant de partir qu'il y aurait un commentaire qui lirait les différents fragments. Et pour que ce commentaire soit complètement incarné, je pensais que c'était mieux que Carmen soit présente, en gros. Et voilà, en fait, c'est... Mais alors, qui est à l'origine du désir du film? C'est Carmen ou c'est toi? Le désir, mon souvenir, et la mémoire peut être jouer des tours, mais en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est au moment où le Chili ressent, il y a eu un semblant de démocratie. Je crois que c'est ça, a été retourné au Chili. T'as pu... parler de ça, si tu veux. Je vais donner ma... Ouais, bon, peut-être qu'on a 2 versions, j'en sais rien. Mais enfin... J'ai le souvenir que Carmen revenait du Chili et qu'elle m'a parlé de La Flaca qu'elle avait vue dans une émission, genre Perdu de vue. Vous vous souvenez de cette émission? Le journal. Ou alors, c'était un journal, mais moi, voilà, je le vois à la télé. Bref, que cette femme, parce que j'en avais déjà entendu parler de La Flaca. Cette militante hantait les militants qui étaient réfugiés en France, c'est-à-dire j'avais déjà entendu parler d'elle, de cette personne qui était vraiment une militante très costaud et qui avait trahi. C'était un espèce de mystère insondable pour beaucoup de gens. Et donc, quand Carmen m'a parlé de La Flaca, je dirais pas que je la connaissais, mais en tout cas ça a résonné avec des souvenirs. Et je lui ai dit, mais essayons de tourner un film. Je crois que ça s'est un peu goupillé comme ça. Et c'est une idée ensemble. Ouais, enfin ensemble. On était très liés. On se voyait quasiment tous les jours. Donc c'est comme tu parles avec quelqu'un de proche et tu lui dis, écoute, ce truc-là, faut essayer de le mettre en perspective. Voilà. Et je pense que on a eu beaucoup de chance quand on a fait ce film-là. C'est-à-dire, on avait une alliée qui était Sylvie Bloom à l'INA. Claude Guizard était extrêmement bienveillant avec le projet. Donc c'est un projet qui a été monté facilement. Je crois qu'il y a eu 3-4 pages d'écrites
qui donnait vaguement une trame hein? Ça a pris du temps d'avoir une chaîne. Ah bon, bah moi, ça c'est raccourci pour moi. Canal+, la 3, peut-être. Chez Carter, on ne voulait pas, mais bon. Ça a pris beaucoup de temps. Non. Nous sommes dans une quotidiennité à Paris. Je reviens du Chili. Effectivement, la flaque Alejandra est le symbole de la trahison. Dans mon livre « Un jour d'octobre à Santiago » en 78, elle est centrale dans ce qui va être le temps de la survie, l'obsession du mal. Qu'est-ce que c'est la torture ? Qu'est-ce que c'est la machine à tuer de la dictature? Pourquoi j'ai survécu? Et au centre de tout ça, il y a une femme, une camarade, qui a été brisée par la torture, qui a collaboré avec la DINA, la Gestapo chilienne, qui a épousé un militaire, qui n'a jamais quitté le rang des militaires, jusqu'en 92. Donc déjà, dans la survie, les premières années, je reçois le témoignage de mes amis survivants de la maison de torture où Guy filme. Ce qu'elle me raconte, parce que j'ai été arrêtée, etc., expulsée du pays. Mais je n'ai pas été torturée dans une maison clandestine de torture. Déjà, les survivantes me font comprendre qu'il y a une zone grise, qu'il ne s'agit pas de la traître que la résistance devait tuer, puisqu'elle était en train de collaborer, qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut penser pour agir dans la résistance et politiquement. Penser la torture, penser la machine à tuer. Le grand reproche, donc, au moment où je suis à Santiago, c'est pas la télé, Guy, parce qu'il y en avait presque pas chez nous, mais il y avait les journaux. Et les journaux, il y a une photo, la femme dirigeante du MIR qui a résisté à la torture pendant 7 mois, Gladys Diaz, tend la main à la collaboratrice, à la traître, et l'accueille. Et je suis là, paralysée, puisque la flaca m'obsédait et m'avait emmené à lire tout pendant des années sur le mal. À ce moment-là, je ne vois pas la flaca à Santiago. Je rentre à Paris et c'est l'exil, la distance, Guy, les amis, Sylvie Blum, qui se bat pendant des mois, presque un an pour avoir l'accord d'une chaîne. Et voilà que, à ce moment-là, Guy me dit un film, parce que moi j'écrivais. Et non seulement un film, dit-il, il ne se souvient pas, mais il a travaillé, tout lu. Et il m'a dit, si tu veux pas que le spectateur se retrouve enfermé dans les mots de la flaca, tu dois y être. Et après, on était en prépa, mais à Paris, parce que sinon, on va être dans le face-à-face. Et il ne faut pas. Il faut que tu puisses bifurquer, puisqu'il y a eu tous les autres militants qui n'ont pas parlé. Il y a eu ceux qui n'ont pas parlé. Donc, ce film, nous l'avons fait pour approcher
La machine à tuer. Et jusqu'à aujourd'hui, au Chili, 50 ans après, ce film n'est pas accepté par beaucoup de mes amis parce que nous avons interrogé la traître et non pas la résistante. Et c'est tout simple. Tous mes amis qui n'ont pas parlé disent « Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas parlé. Beaucoup sont morts, disparus, etc. » La Flaca, elle pouvait, filmée par Guy, pouvait nous dire ce qui se passait là-dedans. Et le film a une date. Il commence comme ça, et Guy l'a voulu. Août 1993. La parole de cette femme est à ce moment-là de sa tête. Ça fait 10 mois qu'il a quitté le rang des militaires. 10 mois qu'elle a été accueillie par 3 femmes qui ont tout fait pour que la Flaca donne son témoignage à la justice. Ces 3 femmes l'ont protégée. L'une d'entre elles, psychiatre, l'a écoutée. Elle est en train de réfléchir quand nous, on l'a structuré ses souvenirs. Cette femme, quand nous, on la filme. Voilà. Mais pardon, mais est-ce que vous la filmez comme une adversaire quand vous y allez? Ou est-ce que vous voulez juste comprendre pourquoi elle a fait ça? Non, je veux comprendre la machine à tuer. Ce n'est pas une adversaire, c'est une femme qui n'est pas mon amie. Je ne l'ai jamais plus revue. Ce que nous avions accordé avec Guy, c'est nous voyons la Flaca, tu la vois devant la caméra, on s'écrit avant pour nous mettre d'accord, il y a un accord pour qu'on la filme. Quand elle dit « je ferai tout ce que tu veux, je te dois tout, la mort, etc. » puisqu'elle est à l'origine de la chute du réseau qui mène à la mort de Miguel Enriquez, l'homme que j'aimais. Donc, elle dit « tout ce que tu veux ». Non, on lui dit avec Guy, c'est un travail, c'est un contrat. On travaille pour essayer que tu nous racontes. Donc, la posture de Carmen Castillo du film n'est pas celle de la victime de la Flaca, du tout. Il n'y a aucun sentiment. Et nous avons fait le film, nous leur avons montré le film, fini, et je ne l'ai jamais plus revu. Il ne s'agit pas de la pardonner, j'ai rien à faire avec le pardon, c'est pas un film sur le pardon, c'est pas un film peut-être même pas sur la trahison, c'est peut-être un film sur la peur. En tout cas, c'est un film qui essaye d'approcher la machine à tuer et la torture. Et c'est pour cela qu'au Chili, même il y a 3 mois, je disais aux Chiliens, regardez-le. Approchez ce qui a été la torture comme efficace pour détruire la résistance, l'esprit, et jusqu'à aujourd'hui, la torture, la machine à tuer, la dictature n'est pas appris, n'est pas parlé, n'est pas débattu. Il n'y a aucun lien entre le coup d'État et le présent du Chili, qui est pour la plupart des gens une société cruelle. Non pas Gaza sous les bombes, bien sûr, mais une société comme on connaît partout, non, où la vie des gens est difficile. Guy, qu'est-ce que Guy, pour répondre, je voudrais te donner la parole après cette parole très forte de Carmen. Qu'est-ce que tu voyais?
est-ce que dans ce... Effectivement, ça n'est pas un film sur le pardon, c'est un film sur la machine à tuer. Est-ce que tu le savais quand tu y allais? J'ai eu des pistes avant d'engager ce film. J'avais lu un livre qui est, je crois, un peu le chef-d'œuvre du genre, qui s'appelle Recuerdo de la Muerte, qui a été écrit par un journaliste argentin qui parlait de ce qui s'est passé dans les maisons de torture en Argentine. Et bon, il y a énormément de similitudes, en fait. Et si c'est quelque chose qui m'avait guidé. Par exemple, la première séquence, l'extrait, dans les pièces où on a l'espace où on ne sait plus où on habite, en quelque sorte, c'est directement inspiré par ce livre. Et donc, c'était la flaca, pour moi, j'ai essayé de trouver une distance juste, c'est-à-dire, je la considérais plutôt comme une victime. Alors, effectivement, elle a trahi, et dans une société quelle qu'elle soit, je crois que quand on fait partie d'un groupe et qu'il y en a un qui devient un traître, c'est le Judas, quoi. Hein, on lui en veut beaucoup plus qu'à l'ennemi lui-même. Et je crois que dans le cas de la flaca, il y a un peu un truc comme ça. Mais voilà, je dirais ce que j'ai essayé, c'est qu'elle accouche vraiment de ses souvenirs, qu'on essaye de comprendre réellement ce qui se passait à l'intérieur de ces maisons. C'était essayer de travailler aussi sur une qualité de parole. Je peux donner un exemple parce que je pense que c'est la séquence la plus forte du film. Et à chaque fois, vous en avez mis un court extrait quand elle est dans la voiture. Si vous voulez, quand elle était dans cette séquence-là, c'est la séquence qu'elle n'avait pas envie de tourner. Elle n'avait pas envie de se souvenir le moment où elle trahissait ses amis. Hein. Et je lui en avais parlé tout au début, parce que au début, j'avais fait un peu une liste des séquences auxquelles je tenais, la maison de torture. Moi, elle n'avait aucun problème. Pourtant, on est rentré illégalement à l'intérieur, mais tout ça lui posait aucun problème. Mais par contre, de se retrouver à essayer d'exprimer comment elle trahissait ses amis, c'est quelque chose qu'elle avait du mal à... Elle m'a dit non jusqu'au dernier moment, et j'avais réservé cette séquence avant de la quitter vraiment, à la fin du film. Et on a tourné ça un matin. Carmen et la flaque était à l'arrière de la voiture, donc il y avait une discussion qui était entamée. Je ne sais pas ce dont tu te souviens. Moi, je sais que j'entendais une sorte de ronron. Je me disais, on ne peut pas parler de ça comme ça. Et j'ai demandé à Carmen de sortir de la voiture et à la flaca de regarder par la fenêtre et d'essayer de se souvenir exactement de ce qui se passait à l'intérieur de la voiture. Et je lui ai dit, on va rouler pendant un moment. Et quand, un peu, ce que je cherchais, c'est une forme de confession. Et je crois que on l'a obtenu et qu'on comprend dans ces moments-là exactement les rouages de cette machine, quoi, voilà. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais je vais juste vous poser une dernière question, un peu plus courte, et puis on va passer la parole à la salle. J'ai le sentiment que le film est construit dans un va-et-vient constant où on s'approche d'elle et où on la comprend et du coup, effectivement, on comprend la logique de ce que tu viens d'expliquer, Carmen, c'est-à-dire la logique de comment elle est brisée et comment on peut devenir traître, ce qui est quand même un grand mystère. Et puis, hop, on revient à des séquences où tu reprends la parole avec ce commentaire off particulièrement bien écrit. Je me disais, en regardant le film, qu'il faudrait quand même vraiment que vous vous fassiez restaurer, parce que le son...
a vraiment pris fort, enfin vraiment le son. Et ouais, enfin bon, voilà. Pourtant c'est extrait du DVD, hein, mais bon, voilà. Et en passant, mais c'est vrai que le texte, et en fait le texte, cette parole rétrospective que tu dis toi, reprend la main et nous dit à ce qu'était non pas ce qu'elle raconte, elle, comment fonctionne, comment elle est brisée, mais ce qu'est le régime. Et il y a un aller-retour permanent où on est confronté à la puissance du fascisme, enfin à la brutalité absolue de ce régime fasciste, et puis on va dans l'intime de ce qu'il fait à quelqu'un. Et ton commentaire, il nous raconte aussi bien ce qu'il te fait à toi que comment il est historiquement. Voilà. Et ce mouvement d'aller-retour, vous l'avez construit ensemble ou il s'est imposé comment ? Alors juste, Carmen, si tu peux répondre relativement rapidement, parce qu'après, il est 13h30 et on voulait donner la parole aussi au public. Non, c'est pas possible ? D'accord. Bon, ben tant pis. Tant pis pour le public. D'accord. Oui, très vite, et le processus d'un film est long, et comme dit Guy, c'était prévu que le personnage de la Carmen Castillo soit là dans cette fonction à la fois de sans sentimentalisme ni rien, très neutre, donne un contexte. Le contexte, c'est la totale immunité. On tourne la page, dit la démocratie, entre guillemets, qui s'établit après la dictature. Tout va très bien. Le Chili, c'est la Suisse de l'Amérique latine. Que voulez-vous à chercher justice et vérité? On était des ringards. Et on était tous les jours, on dormait chez mes parents, tous les jours, il y avait des menaces contre nous. En pleine 2 ans après, 3 ans après le retour de la démocratie. C'est le contexte de ce film. Et l'important, pour te répondre, c'est que nous devions à chaque fois emmener le contexte politique du moment et dans quelle mesure ce film était une bombe à ce moment-là. Personne ne l'a vu. Le film a circulé jusqu'à aujourd'hui sans passer à la télévision. Le film circule, est débattu, est rejeté ou est vu, je ne sais pas, on débat, sans que toutes ces questions qui datent d'il y a 50 ans soient à l'ordre du jour de la vie des gens au Chili aujourd'hui. Alors pour rebondir, pour conclure sur tous les films, justement, finalement, ce que tu racontes là, toi, la position du cinéaste, c'est une position, comment dire, d'humanité. C'est-à-dire que, aussi, et je pense que c'est le cas dans tous les films, c'est-à-dire que le cinéaste qui est dans une position de relative faiblesse par rapport soit au système, soit au pouvoir, soit aux hommes politiques, soit aux islamistes, etc., eh bien, il lutte finalement avec ses petites armes et sa petite caméra, parce qu'elle est petite, parce que les gens verront peut-être même pas le film, comme tu disais en Iran. Et donc, est-ce que, si peut-être vous pouvez prendre la parole chacun à votre tour pour dire en fait en quoi finalement le cinéaste il est cette parole d'humanité vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de l'adversaire, vis-à-vis de l'ennemi, le rôle qu'il joue dans cette histoire. Comme vous voulez. Avis, si tu veux dire quelque chose ou... On a 3 minutes. Est-ce que quelqu'un... est-ce que vous voulez... Vous n'êtes pas obligé, mais de réagir par rapport à ça. Méran, avis. Je sais pas. En fait, l'idée, c'est que cette position commune que nous avons trouvée à vos 4 films, c'est de laisser encore de l'humanité et de l'humanisme face à des gens, sauf évidemment Édouard Philippe, qui est quand même pas... Voilà, face à une brutalité sans nom qui va nous mener à la puissance fasciste du Chili. Ouais. Et que c'est pour ça qu'elle est importante, cette place, parce qu'en fait, elle résiste. Mais, disons,
après, c'est que des films, c'est pas, ça bouge pas grand-chose. Mais, disons, non mais c'est vrai. Mais il n'empêche que moi, à force de filmer les autres, et de filmer les autres dans un rapport d'altérité, d'adversité, et d'être moi-même filmé, j'ai progressivement découvert des choses chez moi que j'aurais peut-être pas découvert. De la lâcheté, enfin tout un tas de choses qui sont un peu, je trouve, encrassées en chacun de nous, et que finalement, progressivement, au cours des années, et puis aussi des visionnages de mes films au montage, au tournage, au montage, à force de me voir dans le rapport à l'autre, et aussi voir le film en débat avec le public. Voilà. Donc, finalement, mes films deviennent de plus en plus introspectifs, c'est-à-dire que l'horreur que je vois chez l'autre, je le vois aussi pas mal chez moi, et j'essaie de voir comment est-ce qu'il peut y avoir une circulation, c'est-à-dire ne pas uniquement être dans la condamnation de l'autre, mais aussi de voir comment il peut y avoir un lien. Et je pense, moi j'espère, je pense qu'il y a toujours cette possibilité de lien. Il faut fabriquer cette possibilité. Et dans les deux derniers, je le fais de manière un peu théorique aussi parfois, mais c'est tout. Est-ce que vous voulez... Oui. Est-ce que Laurent, Carmen, Guy? Non. Alors, je sais pas. C'est moi qui... On lève le camp. Ok. Merci infiniment. On a commencé un peu en retard, mais voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Tous les 5.